Avec comme première apparition les années 30, le format des émissions pour enfants a toujours très bien fonctionné. Et a raison, puisqu'il joue un rôle crucial dans le développement des enfants, ayant pour but de les stimuler avant tout, mais aussi, dans un certain sens, de les éduquer. Et même si ce n'est pas rare de croiser des émissions à première vue abrutissantes, il ne ressort en temps normal rien de bien grave. Du moins, rien ne pouvant faire du mal à un enfant. Mais là, il est 8h du matin, en 1979 aux États-Unis. Les parents allument la télé pour leur enfant et parmi la multitude de chaînes disponibles, c'est la 22 qu'on choisit ici. En cliquant, on arrive sur un show nommé Joy Junction, très récent et déjà très apprécié par les enfants pour sa grande quantité de personnages originaux, mais aussi des parents pour ses morales bienveillantes. Ce qui en fait donc le cocktail parfait pour conquérir les familles au complet et ce qui a permis à Joy Junction de se populariser très vite afin de s'étendre sur une vingtaine d'années de diffusion. Jusqu'à un jour, un samedi où, en allumant la télé à 8h, Joy Junction, sans aucune explication, s'arrêta et fut complètement supprimé et ignoré, comme si le show n'avait jamais existé. Joy Junction est une émission chrétienne et américaine qui se passe dans une petite ville du même nom. Chaque épisode suit la même structure, 30 minutes, où le but est d'apprendre à la vingtaine d'enfants présents une leçon de la Bible. Tout ça étant camouflé par des activités, le public et des blagues. Le décor et les accessoires sont simples, colorés, et les enfants sont dans un espace qui ressemble à la fois à une école et un parc de jeux, ce qui plaît aux plus jeunes comme aux plus vieux. Et c'est avec cette approche de bienveillance que le show arrive à séduire les parents, tout en créant une safe place pour les enfants. L'atmosphère qui en sort encourage donc l'apprentissage, mais sans imposer un cadre trop rigide pour autant. Ça se voit que le public est content d'être là, et au fil du temps, on s'attache très facilement aux personnages. D'ailleurs, en parlant de ça... Come and join us for a half hour of fun and games at Joy Junction. Now here's Sheriff Don. Hello everybody and welcome to Joy Junction. La première personne qui nous introduit au show est le shérif Don, qui est un petit peu la figure autoritaire du show. C'est lui qui présente et guide l'épisode, mais aussi celui qui est le plus proche du public, tout en gardant un sens de discipline pour appuyer les leçons de la Bible. Whitler Dan, au contraire, c'est le cliché du fermier américain, toujours en train de raconter des blagues avec une personnalité douce et chaleureuse. Puis Forrest Padler, le professeur qui adore enseigner aux enfants, mais qui, surprenamment, se fait souvent reprendre ou corriger. Il fait souvent des expériences scientifiques qui finissent par tourner au drame à chaque fois. Mais parmi tous les personnages du show, il y en a deux, les deux personnages les plus clivants et connus, que l'on considère comme une seule et même entité, le duo Ron et Marty. Déjà, car c'est le ventriloque Ronald Williams qui joue les deux personnages, ce qui donne en général un attrait tout de suite plus comique. Mais ici, c'est plus compliqué que ça. Beaucoup d'enfants qui regardent l'émission font la remarque qu'ils trouvent le duo, mais surtout Marty, perturbant, en affirmant que la poupée leur font faire des cauchemars, pour des raisons évidentes, mais au contraire d'autres trouvent que le duo est hilarant, pour les mêmes raisons. Malgré cette disparité, le binôme reste la figure centrale du show. Ron et Marty sont présents à chaque épisode et sont souvent eux qui inculquent les leçons les plus importantes. Toujours en train d'essayer d'apporter des valeurs aux enfants, par exemple en leur rappelant de travailler dur. 12, the Bible tells us that a person who works hard during the day will sleep well at night. Oh, and there's another one. And it says we shouldn't even be around Christians who spend their days in laziness. De ne pas se moquer des autres. Well, there was this little kid and he lives down the street from me and I always thought that he looked sort of different. And I hope you didn't say anything to him. Oh no, I didn't do that. Saying, you know, Marty, that reminds me of a verse in the Bible. And it says, man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh at the heart. Bien que Joy soit une série américaine emblématique des années 80, elle est très peu connue des nouvelles générations, et même considérée comme un lost media. Il y a très peu de contenus et de copies qui sont accessibles, surtout pour une série qui a duré aussi longtemps. Elle s'est arrêtée assez brusquement, puis n'a plus jamais été évoquée par les personnes qui jouaient dans le show, comme si il s'était passé quelque chose de grave. Et d'ailleurs, l'absence de réponse vis-à-vis de la disparition du show, ça a suscité une grande curiosité chez les rares fans qui s'intéressaient encore au programme, se demandant s'il n'y aurait pas une raison particulière à ce retrait si soudain. La page Wikipédia n'a été créée que récemment, en 2024. Elle est très courte, mais il y a quand même un détail intéressant qu'on peut remarquer. WCLF, la chaîne 22. En recherchant dans les programmes des années 80, on peut voir apparaître Joy Junction, ce qui nous permet d'apprendre la date exacte où Joy a été diffusée, le 10 novembre 1979. Mais mis à part ça, la grande majorité des archives qu'on peut retrouver se trouvent sur YouTube, publiées par des gens qui avaient enregistré les épisodes dans des capsules VHS. Certaines de ces vidéos sont accompagnées de commentaires, de personnes partageant leurs souvenirs d'enfance liés à l'émission et aux valeurs qu'elle véhiculait.
Puis la dernière chose que j'ai pu trouver sur la disparition du show se trouve sur la page Wikipédia dans l'onglet Controverse. On y lit que la dernière trace de diffusion remonterait aux années 2010, ce qui rallongerait la durée de vie du show à 30 ans. Mais attendez, comment ça, Controverse? At this hour, bags of possible new clues. Agents can't tell us what's in those bags yet. The 57-year-old puppeteer is accused of crimes against children. Authorities say Brown had pictures of boys with their hands and feet bound. There are details on these pages that I don't care if you're a grown adult, I'm not going to read them to you, they're just that stomach-turning. He is Ronald William Brown, and he is accused of possessing child pornography and conspiring to kidnap a child. He allegedly told investigators he had a fantasy about kidnapping, killing, and eating a boy from his church. Depuis le début de cette vidéo, on n'a pas réellement parlé de Ronald. Vous avez pu apprendre à le connaître en tant que ventriloque de l'émission Joy, mais mis à part ça, on n'en sait pas beaucoup plus. En s'intéressant à lui, on peut se rendre compte que sa vie est formée autour de 3 piliers majeurs. La christianité, qui est le point qui revient tout le temps dans son travail et qui a l'air de lui tenir très à cœur. La ventriloquie, comme on peut le voir avec Marty, qui fait part intégrante de son métier. Et enfin, les enfants. Avant d'être la figure centrale de Joy, le travail principal de Ronald était marionnettiste ambulant. C'est-à-dire qu'il voyageait avec des marionnettes qu'il mettait en scène pour faire un spectacle qu'il appelait Puppets Plus. Et d'ailleurs, sur la page internet de son spectacle, on peut y voir ses clients. Il intervenait dans les écoles, les fêtes d'anniversaire, les centres commerciaux locaux, mais il organisait aussi un spectacle de marionnettes spécifiquement pour les enfants, toutes les semaines, dans sa ville. En bas de la page, on peut voir les tranches d'âge pour lesquelles il intervenait. 2 à 5 ans et 6 à 11 ans. À première vue, ça peut paraître plutôt logique. Rares sont les adultes intéressés par ce genre de programme. C'est donc évident que toute sa vie en tant que marionnettiste a toujours gravité autour des plus jeunes. Mais le problème là-dedans, c'est pas réellement son spectacle, ou bien sa profession. La réelle chose problématique ici, c'est Ronald. « 1998. À cette époque, Joy Junction est encore diffusé régulièrement sur plusieurs chaînes télé. Ce soir-là, Ronald rentre chez lui tard en voiture. Et il entend une sirène de police lui disant de s'arrêter car il était en excès de vitesse. Le policier à la fenêtre pose plusieurs questions à Ronald, qui se justifie comme il peut. Pendant la discussion, en analysant l'intérieur de la voiture, l'agent de police remarque quelque chose de très étrange. Des sous-vêtements pour enfants. Malgré la préoccupation de l'agent, Ronald arrive à le convaincre que ça appartient à sa poupée, Marty. Et après cet échange, il est autorisé à rentrer chez lui sans avoir plus de répercussions par la suite. 2000. Relativement peu après cette première rencontre avec la police, Ronald vivait dans un quartier proche d'une aire de jeu. Et au moment où il emménageait dans cet endroit, les voisins ont assez rapidement commencé à se plaindre de la relation qu'il entretenait avec les jeunes enfants du quartier. Tous les mercredis, les enfants prenaient leur vélo et allaient chez lui pour avoir des pizzas gratuites. Puis au bout d'un moment, plus tard dans la soirée, ils sortaient et montaient dans le van de Ronald qui les emmenait à l'église d'à côté où il faisait ses spectacles. Ces rencontres hebdomadaires étaient très dérangeantes, surtout qu'il arrivait que les enfants partent discrètement de chez eux sans prévenir leurs parents pour aller le voir. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on était complètement au courant, puisqu'il avait lui-même caché des vélos dans sa maison. Presque comme s'il voulait éviter toute suspicion. Assez bizarre, pour quelqu'un qui n'aurait rien fait de mal. Une rumeur dans le quartier disait même que quand les voisins sont allés voir sous sa maison, ils n'y ont pas trouvé que des vélos, mais aussi des sextoys usagés. Alors même si officiellement il n'y avait eu aucune plainte portée directement contre Ronald, beaucoup de gens de son quartier avaient de gros doutes sur lui. Et grâce à son application pour la ville, son image d'homme croyant et de simple ventriloque, la plupart de ces signes ont été passés sous silence. Jusqu'à ce qu'un jour, tout s'aligne. 2012. Dans l'état du Kansas, aux États-Unis. La police fait une terrible découverte et arrête un homme pour production de pornographie enfantine. Plusieurs images auraient été trouvées sur le PC de l'individu, dont la grande majorité impliquant des enfants impossibles à identifier, excepté une photo, où en arrière-plan, on peut apercevoir une bouteille d'eau qui nous donne un indice très important, un nom, qui mène à une école de plongée dans le Johnson County à Kansas City. La police sont donc allés investiguer les lieux en demandant de l'aide pour identifier la victime sur la photo. Ce qui a fini par les conduire à un jeune enfant qui pointera du doigt son agresseur comme étant un homme, s'appelant Michael Arnett. Très vite, les choses s'emballent et la police arrête Michael après avoir trouvé plein de photos et de vidéos mettant en scène des enfants, et apparemment, l'auteur de tout ça ne serait nul autre que lui. Mais malheureusement, les photos et vidéos que la police a perquisitionnées ne sont pas les seules choses qu'ils ont trouvées, et il y a d'ailleurs quelque chose de bien plus important. En passant en revue l'intégralité de son PC, ils ont retrouvé en ligne un très long fil de discussion sur la messagerie Yahoo, avec un certain utilisateur s'appelant Uline. Dans ce fil de discussion, on apprend qu'Arnett produisait ses images et ses vidéos, puis les redistribuait en ligne sous plusieurs pseudonymes. CK3666, Sweet Talker Linda et Calf Keeper 2.
Uline était très intéressé par ce que proposait Arnett. Et le contenu retrouvé dans cette discussion est vraiment horrible. Alors je tiens à vous remettre en garde. Ce que je m'apprête à lire est une discussion entre Uline et Michael. Alors si vous tenez à rester, accrochez-vous. Et abonnez-vous. Bon, ok, j'arrête. Bonjour, comment ça va? Bien et toi? Je vais bien. Et si? Malheureusement, il va bien. Si seulement il était attaché et bâillonné dans le placard, il ferait un bon festin de Pâques. Oui, ses cuisses et ses fesses seraient parfaites pour Pâques. Je suis d'accord, tu pourrais passer toute la nuit à le découper, en préparant une poêle pour le faire cuire. J'aurais eu le temps de le faire aujourd'hui. Si seulement je l'avais. J'aurais passé la nuit à le savourer, en lui racontant tout ce que sa dernière nuit, en tant que garçon, impliquerait. J'imagine que ses yeux seraient sur le point de s'écarquiller, trempés de ses larmes, tellement effrayé et impuissant. Il tremble probablement en essayant d'imaginer son corps découpé, en train d'imaginer la douleur qu'il ressentirait en étant découpé. Je pourrais lui demander comment il voudrait que je découpe chaque partie de son corps, en mettant un titre et une ligne sur chaque partie, avec un marqueur. Bonne idée. Oui, des pointillés autour de son cou, avec une flèche, coupée ici. Ça le rendrait tremblant, en train d'apprendre qu'il s'apprête à perdre la partie qui lui fait être un garçon. Comme vous avez pu le voir, dans cette conversation, on peut voir deux hommes en train de fantasmer le meurtre d'enfants, la torture et aussi le cannibalisme. Et le pire là-dedans, c'est que Uline n'était pas une simple personne. Uline et Ronald Brown. Uline était l'identité secrète de Ronald sur Internet, à travers laquelle il exprimait tous ses désirs et ses fantasmes sur les enfants. Ronald, de l'homme chrétien, avec une vie rangée et tournée entièrement vers les enfants. Ronald, la star du show Joy Junction, présent à quasi tous les épisodes devant des dizaines de milliers de personnes. Les messages que vous avez pu voir ne sont pas les seules choses horribles qui ont été trouvées. Dans cette conversation, on peut également voir les deux hommes en train d'établir un plan pour capturer des enfants afin de les manger. Avec des photos que Ronald avait prises, on peut voir les enfants qu'il voulait kidnapper. Des photos d'enfants avec des lignes noires dessinées sur leur corps, dépictant les différents endroits où il aimerait les découper. Tout ça supporté par Michael, qui lui aurait même déjà déclaré avoir mangé des enfants. Avec comme preuve à l'appui une photo d'une fille de 2 ans dans une marmite à l'intérieur d'un four. Après avoir trouvé Uline sur Yahoo, la police a fait des recherches plus approfondies sur ce pseudo. Et ils ont trouvé un compte avec le même pseudo inscrit sur un site appelé cutedeadguys.net. Un site nécrophile partageant des photos de garçons morts. Uline, ou devrais-je dire Ronald, a été très actif sur ce site, en admettant qu'il faisait partie de cette communauté, qu'il aimait voir des garçons morts, et ce depuis qu'il était jeune. Et dans sa description, on peut lire « Je les aime jeunes et morts. Je les savoure frais, mais j'aime aussi les voir dans leur cercueil. J'aime le blond là. J'adorerais le renifler. Les photos sont très sexy. Ce garçon a l'air mort. J'aime bien celui-là. J'adorerais les... » Tout cet historique a été confirmé pendant une descente de la police chez Ronald. Juillet 2012. Quelqu'un toque à la porte de Ronald Brown et lorsqu'il ouvre, les officiers l'arrêtent et lui passent les menottes. La police commence les recherches dans sa maison et assez rapidement sur son PC, il trouve un fichier appelé Casten. Et dans celui-ci, plus de 200 images de pornographie infantile sont retrouvées, sans même mentionner les centaines de photos où on pouvait voir des enfants attachés en train d'être ou des photos avec un enfant positionné bizarrement sur une table en métal, voire même des enfants déjà morts. Mais dans la maison de Ronald, ils ont trouvé beaucoup d'autres choses. Un autre disque dur avec plein d'images d'enfants morts, un flyer d'enfants disparus, une poupée sexuelle avec des habits d'enfants, mais aussi des centaines de photos d'un petit garçon, Andrew, qui faisait partie d'un groupe de jeunesse d'église. Il serait apparemment mort d'une tumeur au cerveau, et on peut voir plusieurs photos montrant son déclin physique dans le temps, jusqu'à son enterrement. Après toutes ces découvertes, Ron a avoué vouloir réellement manger l'enfant qu'il observait à l'église, mais aussi d'autres pendant plusieurs années. Il nous dit que Michael aurait essayé de le rencontrer en Floride, mais il a déclaré qu'il ne voulait pas, puisqu'il ne serait apparemment jamais allé jusqu'au bout de ses paroles, et que tous ces messages entre eux étaient un simple jeu de rôle avec Michael. Techniquement, on n'a aucune preuve concrète que ces paroles ont débouché sur des actes, ce qui n'est par contre pas le cas pour Michael, qui avait déjà déclaré avoir mangé des enfants. Mais en considérant la quantité de pornographie enfantine dans la maison de Ronald, sans compter son fétichisme pour les enfants morts, ou encore les plans et photos pour kidnapper et manger une cible bien précise, ça n'avait l'air de n'être plus qu'une question de temps, avant qu'il ne se passe le pire. Finalement, le 29 juin 2013, le jour de son jugement,
Malgré les multiples tentatives de son avocat, Ronald n'avait que très peu de moyens concrets de se défendre face à toutes ces preuves. Le juge l'a alors condamné à 20 ans de prison, qui se révélera se transformer en une peine à vie, puisqu'il l'a perdue 6 ans après, en 2020. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, son jugement a fait beaucoup débat, de nombreuses personnes déclarant que la peine était trop importante, puisque la plupart des criminels dans cette situation écopent de 8 ans de prison. Mais le juge, James Whitmore, n'était pas de cet avis et a déclaré « Perverti n'est pas un mot assez fort pour décrire ce à quoi vous vous êtes adonné. Le risque, c'est que l'obsession devienne plus qu'une simple fantaisie. À quel moment la frontière entre la fantaisie et le risque de menace est-elle franchie ?» Après avoir appris tout ça, la vision dont on pouvait voir Joy Junction change complètement. Un show très joyeux qui prône des valeurs honorables, adoré par les enfants à travers les États-Unis, avait derrière lui une personne avec des idées obscènes pendant l'émission même. La loi a également fait une dernière découverte sur le cas de Ronald, qui rend le contexte du show encore bien plus troublant. Pendant la descente chez lui, les officiers de police ont retrouvé plusieurs pages d'un journal intime quotidien où il racontait son obsession pour les jeunes garçons avec lesquels il était rentré en contact, en soulignant son envie de savoir qu'est-ce que ça ferait de les tuer et quel goût ils auraient. Il a commencé à écrire ce journal en 1978 et Joy Junction a commencé en 1979, ce qui veut dire que la grande majorité des enfants dont il parlait étaient probablement les mêmes que l'on pouvait voir à l'écran. Avec toutes les informations qu'on a, on peut comprendre pourquoi Joy Junction a fait profil bas et a coupé complètement les ponts avec cette histoire, puisque cette histoire a fait beaucoup parler d'elle, et en regardant le show avec tout ça en tête, ça le rend terrifiant. Et bien que cette histoire se finisse à première vue comme ça, il y a quand même pas mal de questions qui restent en suspens à l'heure actuelle. Qu'est-ce que Ronald faisait avec des sous-vêtements d'enfants le jour de cette arrestation ? Est-ce que c'était réellement pour Marty ? Est-ce que toutes les semaines où les enfants se retrouvaient chez lui pour des soi-disant soirées pizza en étaient vraiment ? Est-ce qu'il n'est jamais vraiment allé au bout de ses paroles ? Ou est-ce que on n'a tout simplement pas de preuves ? Moi, ce que je ressens avec cette histoire, c'est vraiment du dégoût et de la déstabilisation. Lire et voir tous les messages des conversations, c'est vraiment choquant. Surtout quand je me dis que Ronald, c'était pas le seul. Et surtout, c'était pas le pire. Parce que le cas de l'arrestation de Ron a fait partie d'une opération qui s'appelait Olitna, une enquête mondiale qui a duré plusieurs années où plus de 150 enfants ont été retrouvés et secourus. Et pendant la descente chez Arnett, ils n'ont pas trouvé que des messages avec Ronald, mais aussi des messages avec plus d'une 50aine d'autres personnes comme ça. Il y en a beaucoup qui ont été arrêtés depuis, il y en a qui sont toujours en train d'être jugés, mais c'est choquant de voir à quel point ça va loin et surtout de se dire que ces gens-là vivent dans les mêmes villes que d'autres personnes, se baladent sur les mêmes trottoirs, discutent avec d'autres gens, et personne ne sait. Personne ne sait que derrière de grands sourires, de grands discours, se cachent des pensées sombres. Des pensées que la plupart des gens ne pourraient même pas imaginer. Chez une de ces personnes, il a même été retrouvé des bunkers complètement équipés d'objets de torture, avec des preuves qui montrent que ces gens-là avaient déjà planifié des jours précis pour kidnapper des enfants et se les partager ensemble. C'était des vraies pensées, une vraie communauté formée derrière le seul but de kidnapper, torturer, tuer et abuser des enfants. Joy Junction était un show qui avait pour but d'inculquer aux enfants de belles valeurs, ne pas regarder des photos bizarres. Ron, they were looking at some dirty pictures and they wanted me to look too. Well, Marty, what did you do? Well, I said, look, guys, I like you a lot and I want to play with you, but I can't look at those pictures. Ne pas insulter. It does sound pretty wild, doesn't it? But you know, Marty, I do know one thing. What's that, Ron? The Lord hears every word that we speak when we speak it. Yikes! Why do you say that, Marty? You haven't said anything you've regretted, have you? Well, actually, that's what I thought. Avoir des pensées pures. Good ideas and good thoughts in our hearts will cause good words and thoughts to come out of our mouths. You know, we need to be very careful about what we put in our minds and our hearts, Marty. That's for sure. You know, putting bad thoughts in our mind and our heart would almost be like canning rotten peaches. Yuck! Who'd want to eat rotten peaches? Mais au final, la personne la plus impliquée dans la diffusion de celle-ci était aussi impliquée dans les choses exactes que condamnait le show. Sa carrière, sa voiture, son spectacle, toute sa personne était calculée et mensongère, dans le seul but d'un jour avoir l'occasion de pouvoir assouvir ses désirs. Laissant derrière lui une tache indélébile sur la jolie ville qu'était Joy Junction, la ville qui malheureusement cachait un démon dans le zéro. Je t'explique directement ce que tu vas me faire. En fait, déjà, tu vas t'abonner. Si tu vas aller chercher ton téléphone, sur ton téléphone, en fait, tu vas t'abonner. Après, carrément, tu vas aller chercher le PC de la famille. Et là tu vas t'abonner sur le PC de la famille. Et là, ensuite, là, c'est bon. Tu vas, après, tu me fais des pâtes au pesto. Voilà. Vas-y.